Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'accueille Julia, la créatrice de la marque Les Petites Choses de Julia. Vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est une collection de vêtements, principalement pour enfants, mais pas n'importe quels vêtements parce qu'ils sont évolutifs pour la plupart. En effet, le but de Julia, c'est de vous proposer des habits pour vos enfants qui vont tenir dans le temps et que vous pourrez leur faire porter bien plus longtemps qu'un vêtement classique. Mais du coup, avant de discuter ensemble de ta marque, j'aimerais savoir un peu plus qui tu es. Donc est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Donc bonjour, moi c'est Julia, j'ai bientôt 35 ans, je suis maman de 2 garçons de 5 et 8 ans. Ok. Et après, j'ai lancé ma marque il y a 3 ans et demi. Ok. Voilà. Et tu as fait des études avant ou tu t'es lancée directement dans l'entrepreneuriat ou... Alors non, j'ai fait des études dans le commerce au départ. Ok. J'ai passé un bac et un BTS, voilà, tout était lié pour être manager. D'accord. Au bout de mes études, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas du tout être manager. Ouais. Donc j'ai abandonné et j'ai refait un retour en arrière. J'ai passé un CAP et un BP fleuriste. Ok. En Rien à voir. Rien à voir. Et à la fin de mon apprentissage, il n'y avait pas de boulot dans la fleur. Il fallait ouvrir son magasin. Moi, je voulais pas du tout être à mon compte, je voulais pas du tout faire ça. Donc, j'ai pris un contrat d'intérim dans une boutique, une grosse boutique H&M qui ouvrait. Voilà, j'ai débuté comme ça et j'ai été très vite embauchée. D'accord. Donc, je suis restée 7 ans là-bas. Ah oui, quand même. Voilà. Et à la fin de mes 7 ans, je suis devenue maman. Ok. Donc j'ai changé mes valeurs et en fait mon poste de manager que j'avais là-bas ne me ressemblait plus du tout. Et donc j'ai décidé de lancer ma boîte parce que c'est ce qui me ressemblait, c'était lié aux enfants et carrément. Et voilà, je débordais mon rôle de maman dans mon boulot et finalement tout ce que j'avais fait au début de mes études c'était ce que je faisais maintenant, quoi. Ouais, bien sûr. Et ta passion pour tout ce qui va être couture, confection de vêtements, ça te vient d'où ? Alors, ça m'est venu petit à petit parce que quand j'étais enceinte de mon premier, donc il y a 9 ans, j'ai voulu, j'avais du temps à perdre, j'ai voulu coudre un premier ourlet de rideau. Donc, je me suis mis à coudre ça. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des lingettes parce que je suis assez écolo. Donc, je vais passer directement aux lingettes lavables pour le change de bébé. Et donc, je me suis mis à coudre comme ça, petit à petit. À sa naissance, il était en couche lavable. Donc ça fait des grosses fesses, il faut des pantalons adaptés et donc c'est là que j'ai commencé à coudre mes premiers vêtements. Mon premier sarouel est arrivé à ce moment-là en fait. Trop bien. Ouais. Et du coup aujourd'hui c'est ton activité principale ? Oui. Comment il s'est passé le passage entre les deux ? Comment tu l'as vécu toi ? En fait j'ai commencé à coudre et à développer mes idées avant de me lancer pendant mon congé parental quand j'étais encore chez H&M. Parce que j'avais ce besoin-là pour moi, pour mes propres enfants en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer, à m'équiper. Et à la fin de mon congé parental de mon deuxième, que j'avais pris 2 ans, je sentais que c'était plus du tout... j'avais plus du tout l'envie de revenir, j'avais envie de me lancer. Par rapport à ma vie de famille, c'était possible que je me lance ce défi-là et ce challenge de me mettre à mon compte et de faire que ça. Je m'étais donné 1 an et demi en fait, avant de voir si je pouvais en vivre ou s'il fallait que je complète. Et donc j'ai sauté le pas parce que j'étais accompagnée à l'époque de mon mari qui me soutenait et puis je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et ça me ressemblait en fait.
Ouais, puis je me posais pas la question, c'était moi et voilà, fallait que je le fasse. Puis visiblement, t'as bien fait, parce que la marque est toujours là aujourd'hui. C'est donc ça, et c'est mon boulot à temps complet. Je fais vraiment que ça, et j'ai jamais repris un autre travail, en fait, depuis 3 ans et demi. Ah, c'est trop cool. Et est-ce que le nom des petites choses de Julia, il a une histoire particulière, ou c'est juste... Ouais, en fait, c'est quand j'ai lancé ma page Facebook. Donc, ma page Facebook, je l'ai lancée avant ma boîte. Ok. C'est que je voulais faire une page sur les réseaux pour faire un peu style un blog couture, pour faire connaître, pour voir, avoir des avis extérieurs et tout, autre que mon entourage. Et quand Facebook m'a demandé comment nommer la page, j'ai dit je sais pas, moi je suis pas une marque, je sais pas, c'est mes petites choses à moi, et j'ai mis les petites choses de Julia. Ok. Voilà. C'était vraiment un pur hasard. J'avoue que le titre est un peu long, c'est un peu galère des fois pour les logos et tout, mais ouais, je me doute que ça doit être un peu... C'est mon petit truc, et voilà, et je trouve ça rigolo en expo que les gens des fois me disent ah Julia, je me dis mais comment ils savent que je m'appelle, et après je tilte, mais je sais pas. En fait, ça fait partie de l'histoire aussi, c'est que c'était du pur hasard au départ, et ça a devenu ça, quoi. Trop cool. Et donc l'idée de créer cette marque-là, elle t'est venue de ton expérience, du coup, je suppose, en tant que maman ? Oui, j'avais connu en tant que maman certaines marques de vêtements en laine. C'était vraiment des vêtements en laine qui avaient le principe de grandir avec l'enfant avec différentes astuces. C'était des gilets avec différents boutons. Enfin voilà, il y avait plusieurs astuces qui ne sont pas forcément les miennes, vu que ce n'est pas les mêmes types de vêtements. Et je trouvais ça le principe hyper sympa, parce que moi je voyais ma sœur qui accumulait des cartons de vêtements qui restaient après dans les placards, on savait pas quoi en faire. Et moi je me suis dit allez bingo, faut que ça me ressemble en fait. Je suis très minimaliste dans la façon de procéder dans ma vie, et je me suis dit il faut que je marque le pas. Et pareil, voilà, lié aux couches lavables, j'avais besoin d'avoir des pantalons et des vêtements adaptés, et c'est comme ça que j'ai développé le truc en fait. Et est-ce que tu peux nous réexpliquer du coup le concept de vêtements évolutifs ? Parce que pour être tout à fait sincère avec toi, moi je l'ai découvert en venant sur le marché où on s'est vu pour la première fois, et j'ai trouvé ça hyper intelligent parce qu'on n'y pense pas du tout. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Ouais, alors en fait, je vais parler de mes 2 produits phares. Je vais avoir le Sarwell, c'est vraiment le premier produit que j'ai créé et le produit phare de ma marque. Donc en fait, dans le Sarwell, il va y avoir la ceinture et les chevilles qu'on va retrousser au tout début de taille. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on va le déplier, et l'enfant va pouvoir prendre 10 cm comme ça en fait. Ah oui, donc on est... Ouais, on dure vraiment longtemps. C'est vraiment des tailles spécifiques. Faut savoir que pour pallier de la naissance jusqu'aux 6 ans de l'enfant, il me faut que 5 tailles de vêtements. Ah oui, quand même. Ouais. Après, il va y avoir aussi le même principe dans le pull, où il va y avoir des bords-côtes. Donc c'est comme un élastique au niveau des poignets et de la ceinture, et qui va avoir le même effet. On va retrousser au début, et au fur et à mesure, on déplie. Trop bien. Donc il va y avoir la marge à chaque fois, et tous les vêtements de la marque sont comme ça en fait. C'est que des marques spécifiques au niveau des tailles, et tout est fait pour que ça dure longtemps. Trop cool. Et alors sur ton site internet surtout, tu évoques le fait que ça peut faciliter la vie de l'enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu... Alors en fait, ça aide au niveau de plusieurs choses. C'est que déjà, je choisis des matières qui sont hyper confortables, hyper souples. C'est du coton certifié Ecotex, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de produits chimiques au niveau des teintures. Et il y a un peu d'élastane dedans. Donc c'est pas des tissus raides, c'est des tissus stretch, qui fait que quand ils sont tout petits, ils sont hyper à l'aise au niveau de la motricité. Ils sont libres de leurs mouvements, à grimper, à sauter, à être confortables avec les couches. Ouais, carrément. Quand ils sont un peu plus grands, le fait qu'il y a des ceintures élastiques, il n'y a pas le problème du boutonnage du pantalon, il n'y a pas le problème au moment de la propreté. En fait, l'enfant peut être autonome assez vite. Il peut aussi s'habiller assez vite, parce que si on ne choisit pas l'option des poches dans les pantalons, par exemple, l'enfant, en fait, il n'y a pas de sens dans le pantalon, il le met dans n'importe quel sens, et donc il est très vite autonome aussi. Carrément, trop bien. Et donc du coup, ça s'inscrit quand même dans une mode durable et respectueuse de l'environnement, parce que tu nous disais que c'est Ecotex, c'est ça ? Ouais.
Et est-ce que c'est un choix que tu voulais, toi, dès le départ de... Ouais, c'est un choix. J'ai fait le choix de pas prendre forcément que des tissus bio parce qu'il faut savoir que quand on entend les normes bio, c'est que c'est le coton qui est cultivé de manière saine, sans produits chimiques, moins d'eau et tout. Mais après, en fait, il a automatiquement la norme. Mais après, on peut utiliser tous les produits cracra dessus. C'est pas grave, il a eu la norme dès le départ. Alors que la norme Eau-Ecotex, c'est vraiment le suivi de base au niveau des teintures. Et je trouvais que pour les enfants, c'était hyper important par rapport à la sensibilité de peau. Ouais, tout à fait. Voilà, c'était... Trop bien. Et du coup, tu fais aussi principalement des petites séries, c'est ça ? Oui. Pour essayer de... Alors, mes petites séries, elles ont un peu augmenté par rapport à la boîte qui grossit. Ouais, bien sûr. Mais en fait, vu que je suis toute seule à créer, je peux pas me permettre de faire 50 pantalons de la même taille, dans le même coloris. C'est pas possible. Et même humainement, c'est pas possible. Il y a un moment, je sature. Je sature du tissu. Il a beau être très beau, si j'ai cousu autant de quantité, c'est pas possible, quoi. Ouais, bien Donc sûr. je change régulièrement. En général, j'ai mes collections qui changent tous les 3-4 mois. Et, Ok, et du coup, donc tu fais tout toute seule ? Ouais. Comment se passe ta production ? Alors, je fais tout toute seule. En fait, je commande par mon fournisseur qui imprime lui-même les tissus. Donc, je reçois les rouleaux de tissu directement à l'atelier. Et après, je fais tout de A à Z au niveau de la confection, au niveau de la prise des photos, de la mise en ligne sur le site parce qu'on m'a formée dessus. Trop bien. Et de la vente en boutique, de la vente au niveau des expositions. Je fais vraiment tout, de l'envoi des commandes. Trop cool. Et du coup, tu as un atelier, c'est ça ? Ouais, j'ai un atelier qui est chez moi. J'ai la chance d'avoir une pièce à l'extérieur de ma maison qui doit faire 15 mètres carrés. Trop bien. Ouais, ça te permet d'avoir un espace qui est vraiment dédié à la marque. C'est ça. C'est ça. Et ça permet aussi du confort pour moi quand je suis comme je suis chez moi. Et en même temps, le fait d'avoir une pièce séparée, ça me permet de couper sur ma vie perso. Ouais, carrément. D'éviter d'avoir les deux mélangés ensemble. Ça. Je vois bien l'idée. Et ça permet aussi un énorme confort. Et c'est aussi pour ça que j'aime ce boulot. C'est que ça me permet aussi un confort au niveau de ma vie de famille. Ouais. Parce que mes enfants, ils ne vont jamais à l'école le mercredi en périscolaire. Ils n'ont pas de centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Je peux me les garder avec moi tout le temps, en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Ouais, un gros plus. Je travaille pas non plus le week-end en dehors des expositions. Je me réserve vraiment ma vie de famille au complet de ce que j'avais pas avant quand j'étais dans le commerce. Ouais, carrément. J'avais beaucoup de contraintes et là, je les ai plus ou beaucoup moins. Ouais, les bons côtés de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as parlé de fournisseurs. Tu les as découverts comment, ces fournisseurs pour tes tissus ? Alors, ça a été des longues heures de recherche. Je crois que tout le monde me le dit, forcément. Ouais. Ils sont en Europe, donc c'est pas des fournisseurs français, parce qu'en fait, les fournisseurs français se fournissent en Europe. C'est ça. Donc, en fait, j'ai réussi à retirer des intermédiaires. Et je suis hyper contente parce que j'ai réussi à trouver des fournisseurs que pas beaucoup de couturiers connaissent au niveau des vêtements enfants. Donc j'ai assez l'exclusivité souvent des tissus, ou alors ils arrivent en décalé dans d'autres boutiques. Ouais, donc c'est souvent on me dit que c'est ma force au niveau de mes imprimés, et on me questionne souvent sur mes fournisseurs, mais c'est un petit secret. Mais je comprends tout à fait. Et donc tu fais tous tes produits 100% à la main, on est d'accord ? Est-ce que tu as suivi une formation pour ça, ou pour tout ce qui est confection et couture, ou c'est vraiment que appris sur le tas ? YouTube. Ouais, non mais voilà. Non, c'est en faisant et en refaisant et en passant des heures à m'arracher les cheveux sur certains trucs, en me disant « Ah, mais comment ça passe, ce truc-là ?» Et voilà, non, j'ai vraiment appris toute seule. Et dans ma famille, il n'y a personne qui coud non plus, donc c'est... Ouais. À la one again. C'est ça. Mais c'est qu'à la base, en fait, c'était pas... Je voulais pas en faire mon métier. Je faisais pour moi. Donc, en fait, je faisais les erreurs, mais je revoyais les choses pour moi, en fait. Je me basais pas sur un jour en vivre. Donc, c'est venu comme ça et je me suis challengée, mais à titre personnel. Ouais. Donc, trop bien. Et du coup, est-ce que tu arrives à cerner aujourd'hui à quel public tu t'adresses un petit peu ? Ça va être plus des parents, je suppose. Oui, c'est des parents. En général, c'est 25-45 ans. Ouais.
des personnes... Alors là-dessus, j'ai la chance, vu que c'est des vêtements enfants, je cible une clientèle large, pas forcément des gens qui connaissent les vêtements évolutifs ou le côté écolo, où ça dure dans le temps. Non, en fait, il y en a vraiment qui vont juste craquer parce que le Sarwell, c'est super sympa, c'est rigolo, ou alors l'imprimé, il est rigolo aussi, j'ai pas l'habitude de le voir dans le commerce. J'ai aussi beaucoup de retours de clients qui me disent que les vêtements du commerce pour petits garçons, c'est un peu... basique et moi j'ai de la chance d'être maman de 2 garçons, donc en fait je privilégie beaucoup les tissus mix et unisex, et en fait ça plaît énormément parce que j'ai très peu de girly dans ma collection, même pour des tissus très féminins je vais pas mettre beaucoup de rose. C'est vrai que ça m'a, enfin maintenant que j'y repense, en ayant regardé, ça m'a pas j'ai pas souvenir d'une pièce qui soit vraiment très j'irais pas jusqu'à dire féminine, mais non, et en exposition je mets jamais les robes et les jupes. Mais en fait je pense que c'est parce que comme je n'ai pas de fille à la maison, j'ai pas l'envie non plus de mettre, mais je pars aussi du principe que vu que c'est des vêtements évolutifs et qui durent longtemps, le but c'est aussi que ça serve au suivant dans la famille. Carrément. Donc si on prend que des choses bien roses et que le prochain enfant c'est un garçon, ça perd l'utilité en fait du vêtement, et je trouve ça dommage. Carrément. Et donc si j'ai bien tout noté, tu produis quand même des vêtements qui sont hyper variés pour les enfants. Ça va du sweat au pantalon assez classique avec du coup le Sarwell dont on parlait, mais aussi des robes. T'as aussi des accessoires, bandeaux, bonnets, snood, j'ai noté. Oui. Et du coup, à partir de quel âge on peut vraiment trouver son bonheur pour son enfant sur ta boutique ? Dès la naissance, en fait. Parce que tous les produits sont proposés à partir du 0-3 mois. J'ai même une offre naissance qui a un petit pack où il y a le bonnet, le bandana, la brassière, le pantalon. Cool. Mais après, on peut retrouver chaque chose à l'unité. Il y a aussi les combinaisons qui ont un gros succès au niveau des bébés. Il va y avoir la cape de pluie pour faciliter dans les sièges auto, dans les poussettes ou au moment du portage. Donc non, on peut l'utiliser vraiment jusqu'à la naissance, enfin dès la naissance. Et après en exposition, je m'arrête jusqu'aux 4-6 ans. Souvent parce que je peux pas me permettre d'avoir 10 000 tailles en stock. Mais après, je produis jusqu'aux 10-12 ans. D'accord. Et c'est pour ça aussi que je fais attention à avoir des tissus unis ou des versions de jeans ou des coupes un peu plus sobres pour les plus grands, pour que ça corresponde à tout le monde. Trop bien. Et donc du coup, tu fais pas que des vêtements pour enfants, tu as aussi une collection femmes, si je dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que c'est une gamme que tu voudrais diversifier et pourquoi tu l'as créée ? Alors non, elle grossira pas plus. En fait, c'est qu'elle m'a été demandée. Moi, je me suis mis à coudre un petit peu pour moi parce que je trouvais ça dommage de coudre que pour mes loulous et pas pour moi-même. Donc, j'ai développé quelques produits pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, par mes réseaux sociaux, les clients m'ont demandé d'avoir des choses pour faire des petits duos mère-fille ou autre. Donc, je me suis mis à coudre quelques produits. Donc, il va y avoir les jupes, les sweats, les accessoires, donc bandeaux à cheveux, tour de cou, bonnet. Voilà. Je vais pas développer plus la gamme parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui me passionne encore plus, les vêtements femmes, en fait. Et en plus, niveau logistique, ça demande énormément de tissus. Et mon atelier est petit et je préfère m'amuser à diversifier énormément les tissus pour enfants. Et avoir une grosse quantité de motifs différents que des tissus plus adultes et moins rigolos. Ouais, c'est ça plus avec le vêtement pour enfants, tout simplement. Ouais. Et est-ce que tu as une idée du coup du temps que ça te prend entre, on va dire, l'idée et la mise en boutique d'une nouvelle pièce ? Alors, l'idée, en fait, elle est déjà de base parce que ceux qui me connaissent depuis le début, j'ai pas beaucoup rajouté de nouveaux produits, en fait. Au fur et à mesure, je les ai eus, mais là, maintenant, en fait, j'ai ma gamme qui est plus ou moins complète. D'accord. J'ai les t-shirts, les pulls, les pantalons, les jupes, les robes, tout ce qui est vêtements extérieurs, les accessoires, les combinaisons. Et en fait, je pars du principe qu'on a déjà toute la garde-robe au complet. Donc pour l'instant, j'ai pas l'idée de recréer de nouvelles pièces, mais c'est vraiment sur les tissus et les formes que je diversifie. Parce que rien que dans les pantalons, là on parle du Sarwell parce que c'est vraiment le produit phare et c'est le produit où l'enfant est le plus à l'aise tout le temps. Mais rien que dans les pantalons, j'ai 4 coupes différentes en fait.
Donc ça reste déjà Donc très... en fait, avec ce que je propose déjà, il y a possibilité de varier déjà énormément les looks. Dans les pulls aussi, il y a plusieurs formes. On a le pull simple, on a le pull à capuche, on a le pull péplum avec un esprit un peu jupette pour un côté plus féminin. Donc en fait, selon ce qu'on choisit, on peut déjà énormément varier. Ok, mais trop cool. Et du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais me décrire une journée type quand tu travailles dans l'atelier ou ça va être un peu compliqué ? Ça va être plus compliqué, ça va dépendre en fait des périodes que j'ai. Ok. Quand je vais être dans une période assez calme, on va dire, au niveau de mes événements, je vais plus me mettre au niveau de la semaine. Alors le lundi, c'est la partie moins drôle, c'est la partie bureau, compta, on recheck tous les mails, on remet les commandes à jour et tout. Je vais coudre un peu au niveau des commandes. Donc en fait, souvent, je liste sur une feuille et puis je fais les commandes au fur et à mesure de leur arrivée. Je vais essayer de me donner un jour dans la semaine où je vais traiter des choses, genre mes chutes pour traiter mes lingettes ou autre, pour pas prendre trop de retard. Ça va être étalé sur toute la semaine. Et quand c'est sur des périodes fortes, par exemple quand j'ai un salon à Paris qui se prépare ou l'été, quand j'ai mes marchés nocturnes ou aux périodes de Noël, en fait, je vais me répartir, je vais me faire un planning sur le mois où, par exemple, je vais me donner 2 jours dans la semaine où je fais que des commandes et le reste des autres jours de la semaine, je vais prendre de l'avance et faire du stock. Donc, ça veut dire que je vais faire une journée découpe totale. Donc, à la fin de la journée, j'ai les doigts en feu. Je vais faire une journée totale où je vais coudre, une journée totale où je vais mettre les étiquettes et ranger le stock. Et en fait, je vais faire un peu un travail de série, mais qui me fait gagner énormément de temps. Ouais, carrément. Et donc, tu nous as parlé de travail de chute. Qu'est-ce que t'en fais, justement, de tes chutes de tissu ? Alors, je les utilise pour mes lingettes, justement. Exclusivement pour mes lingettes. Ou alors, je vais rajouter quelques détails sur les pantalons, des poches ou autres. Mais comme c'est à la demande, je le fais peu. Donc, c'est vraiment que mes lingettes. Mais ça prend du temps de couper, J'ose même pas imaginer. C'est ça. C'est en général une partie de ma journée qui est assez galère. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, à un moment donné, tu avais développé une gamme de zéro déchet sur ta boutique, qui est plus forcément d'actualité. Mais est-ce que tu pourrais nous en parler de pourquoi tu l'avais mise en place et puis pourquoi tu l'as arrêtée aussi ? Alors en fait, je l'ai lancée peut-être 6 mois après que j'ai lancé mon site et le lancement de ma boîte. Parce que ça rentrait aussi dans mes valeurs, alors c'est toujours le cas, mais ça rentrait dans mes valeurs d'être très écolo. Et comme je mettais les produits en place dans ma maison, au niveau de, par exemple, les essuie-tout lavables, les charlottes à plat pour remplacer l'aluminium et le film étirable, enfin plein de produits divers et variés, je trouvais ça dommage de ne pas en faire profiter les clients. Ouais, carrément. Et comme ça me correspondait, que c'était mon image, voilà, je l'ai mis en place très vite sur le site. Ça s'est développé. C'était vraiment le début du lancement du zéro déchet, en fait. Les gens découvraient et j'ai vu la progression au niveau des années. En fait, au début, il fallait expliquer, les gens ne savaient pas trop à quoi ça servait. L'année d'après, ils savaient et ils commençaient à s'équiper petit à petit. Et là, on est rentré dans la phase où, et c'est très bien, les gens commencent à être équipés. Et le but du zéro déchet, c'est qu'une fois qu'on l'achète, on n'en a plus besoin. Tout à fait. Et moi, pareil, je suis équipée depuis très longtemps. Donc, en fait, j'ai plus la même envie de le coudre. Et en fait, je me rends compte que je le mets beaucoup moins en avant sur mon site, beaucoup moins en avant sur mes réseaux sociaux. Et que plein d'autres créateurs le font très, très bien et mieux que moi, certainement. Donc en fait, je me dis que là, je me réparpille sur quelque chose qui me correspond un peu moins. Carrément. Et souvent, on me demande en expo de ramener plus de vêtements enfants. Oui, parce qu'il y a déjà du zéro déchet. Voilà, plus de produits, par exemple les combinaisons, les manteaux. On me demande d'en ramener au niveau de mes expositions, mais j'ai pas la place vu que j'ai toute ma partie zéro déchet. Donc en fait, j'ai fait le choix de l'arrêter. Depuis septembre l'année dernière, en fait, j'ai le stock qui est cousu. J'ai vraiment tout mis à plat au niveau des stocks. Et en fait, je le laisse s'épuiser naturellement. Pour que les gens peuvent s'équiper beaucoup moins cher parce que pour le coup, le prix est baissé pour me libérer de la place dans l'atelier. Mais après, une fois qu'il sera fini, je laisse la place aux autres. Tout à fait. Non, mais ça peut être un bon petit indicateur pour nos auditeurs s'ils veulent se lancer dans le zéro déchet et trouver des petits produits peut-être un peu moins chers
qu'autre part à aller regarder sur ta boutique. Comme ça te libère aussi de ton côté. C'est ça. Et est-ce que du coup, il y a de nouveaux produits vers lesquels tu aimerais étendre ta marque, ou tu veux vraiment rester centré, comme on disait tout à l'heure, sur les vêtements pour enfants ? Je veux rester centrée sur les vêtements pour enfants parce qu'en fait, je pense qu'il y a encore du potentiel à avoir dessus. Ouais. En fait, c'est des produits qui sont déjà en ligne, mais qui ne sont pas trop vus au moment des événements. Okay. Et là, je leur donne plus la valeur. Par exemple, pour Noël, j'ai tenu un chalet. Et c'était la première année où j'ai exposé les pulls. D'accord. Et on me demandait souvent des pulls pour compléter, pour faire un ensemble complet, pour offrir ou pour découvrir vraiment le principe. Et donc cette année, je l'ai vraiment mis en place et je me rends compte qu'il y a un gros retour et que les pulls plaisent autant que les pantalons. Et en fait, tout ce potentiel-là, je ne l'avais pas vu avant parce que j'avais pas la place et que je me disais, oh, mais les gens, ils peuvent trouver avec autre chose. Alors qu'en fait, non, les pantalons, c'est des super produits, mais le reste, c'est aussi des super produits. Donc, je trouvais ça dommage de le cacher et de moins le mettre en avant. Donc, en fait, je veux vraiment développer ça dans les prochains mois et années à venir. Enfin, années, c'est loin, mais déjà les prochains mois, les prochaines expos, de vraiment offrir aux clients d'un seul coup d'œil quand on me voit toute ma collection et qu'ils se rendent compte de ce que ça peut donner, quoi. Trop cool. Et du coup, est-ce qu'on peut faire des créations personnalisées avec toi ? Et si oui, comment ça se passe ? Ou c'est quelque chose que tu fais pas forcément ? Alors non, je fais pas les créations personnalisées. Les seules choses que je vais donner en option aux gens quand ils passent via le site, c'est de choisir l'option si tu veux des poches ou pas de poches, si tu veux une capuche ou pas. Je peux leur donner aussi l'option si par exemple je propose ce pantalon avec cette couleur de ceinture là, mais que tu détestes le rouge et que la ceinture est rouge, et en fait tu as la possibilité de me contacter via la commande ou par mail pour qu'on voit ensemble une autre couleur, et c'est adapté à l'envie du moment de la personne. Mais sinon je vais pas faire tout ce qui est brodage de prénoms ou non, autre. bien sûr, mais déjà il y a quand même une partie où on peut un petit peu venir personnaliser entre guillemets le produit qu'on achète. C'est ça. Et alors on va sortir un peu de la partie produit, mais du coup tu as parlé du fait que tu avais été formée pour ton site internet. Tu t'occupes donc de toute la partie communication, puisque tu as, si je dis pas de bêtises, un site internet, une page Facebook, un compte Instagram. Oui, c'est ça. Et donc tu t'en occupes toute seule ? Oui, en fait, j'ai la chance, quand j'ai lancé ma boîte, d'avoir un de mes amis très proches qui est dans le web, qui m'a créé mon site et qui m'a formée en fait automatiquement dessus. Et comme à la base, je voulais lancer mon site au printemps, j'avais préparé tout mon site en amont, et il y a eu du retard dans les papiers pour le lancement de l'entreprise, et donc en fait ça a été décalé en août l'ouverture, donc il a fallu que je rechange tous les produits de mon site au niveau de la saisonnalité. Donc en l'espace de 3 mois j'ai tout rebrassé, tout le site entièrement, et ça m'a permis de vraiment le maîtriser, on va dire. Carrément. Après il y a toujours des choses à améliorer, mais ça te fait mon échelle, une bonne base. Je fais tout, et pour l'instant, ça roule. Ouais, carrément. Et puis surtout que... du coup, tu l'as eu dès le départ, ton site internet. C'est pas très commun, des personnes qui lancent leur entreprise et qui ont déjà, dès le départ, leur site internet. C'est que j'ai eu de la chance, niveau financièrement, d'avoir cet ami-là qui m'a aidé. Parce que, oui, je connais des boîtes qui ont lancé leur site et c'est un énorme budget. Ouais, c'est clair. Qu'on ne peut pas se permettre d'avoir dès le début. Et comme moi, je ne voulais pas ouvrir ma propre boutique, je savais qu'il fallait viser que sur Internet. Carrément. Et niveau logistique, en fait, au tout début, je m'étais dit que je passerais par les réseaux sociaux, Facebook et tout. Mais ça demande vraiment beaucoup de temps. La communication par message, c'est très très long. Ça bouffe la vie privée, en fait, parce qu'on est toujours connecté sur le téléphone ou l'ordinateur, alors que le site, tout est mâché. C'est un travail énorme en amont, mais les gens sélectionnent tout eux-mêmes, ils finalisent leurs commandes eux-mêmes, ils lancent le paiement et tout se fait automatiquement. Et en fait, ça fait gagner vraiment un temps fou, et tout est devant les yeux pour tout le monde, en fait, et c'est hyper pratique. Clairement. Trop cool.
Et du coup, pour toute la partie réseaux sociaux, c'est aussi toi qui t'en occupes. Ouais. Est-ce que tu as suivi des formations là-dessus ou tu le fais un petit peu au feeling Non, alors Facebook, comme au départ, il n'y avait que Facebook, moi, à titre perso, je l'utilisais, donc T'avais des bases, ouais. J'avais les bases, ça s'est fait très vite, naturellement. Instagram, bon, j'ai pas de compte perso Insta, donc je rame un peu plus. Ah, j'ai vu que t'avais fait des petits lives Insta, déjà, ouais, ça va. mais je rame un peu plus, j'avoue. Ouais. Et je me rends compte que là, ça a basculé. J'ai beaucoup plus de retours via Insta que Facebook. Au niveau de la visibilité, les gens sont plus connectés en ce moment sur ce réseau-là. Donc, je me force et je me mets des petits coups de pied aux fesses en disant « Allez, allez !» Ouais, bah oui. Non, mais quand on est plus sur une plateforme pour essayer de se motiver sur une autre, c'est ça. Et j'ai lancé aussi des TikTok. Ah, bah j'ai pas vu. Mais c'est que j'ai un peu lâché parce qu'en fait, c'est super long le montage des vidéos. C'est super long, mais j'avais lancé quelques petits TikTok. Ok, aussi. bah j'irai voir. J'avais pas. Ouais. Je le mettrai dans les notes du podcast si nos auditeurs veulent aller les regarder, mais c'est vrai que je l'avais pas. Ouais. Mais j'en ai pas. En fait, c'est que là, j'en ai pas trop parlé depuis un moment parce que j'ai pas fait des vidéos. Parce qu'une vidéo, je pouvais y passer des fois 2 heures à la faire et... Bah oui, ça mâche du temps. Long. C'est clair. Et je voulais aussi qu'on parle un peu de la partie shooting produit, parce que tes modèles, ce sont tes 2 enfants. Oui. Pour la plupart de tes photos, j'ai vu que tu avais fait aussi des petits shootings, notamment avec une maman et sa fille. Oui, j'avais fait un partenariat avec une photographe et une fleuriste. Trop bien. Et du coup, est-ce que c'est pas quelque chose qui te gêne de mettre en avant tes enfants sur ton site ? Non, parce qu'en fait, c'est... Je trouve qu'il me ressemble aussi, en fait. Ouais. Ça fait partie de ma marque, en fait. Quand j'en parle, c'est mon histoire et c'est l'histoire de la marque aussi. Ouais, elle a été créée pour ça à la base. C'est donc, ça. Et je me rappelle qu'au tout début, quand j'ai commencé avec mon blog Facebook, je mettais des petites étoiles sur les visages pour éviter qu'on les voie. Et je trouvais ça dommage. C'était pas représentant. En fait, je trouvais qu'il y avait un truc qui me représentait pas. Donc j'ai décidé de les exposer. Après, j'ai bien précisé sur le site et que c'est pas libre de droit au niveau des images. Mais je fais attention à de la manière que je les prends aussi en photo. Évidemment. Il n'y a pas de choses un peu compromettantes pour eux. Non, carrément. Mais non, je trouve et puis c'est un plaisir en fait aussi de les voir tout le temps au niveau de mon boulot quand je fais des expos et que j'ai les banderoles avec les photos et que c'est mes loulous et que j'entends « Oh, mais il est trop mignon !» Oui, j'ai mon sourire de maman qui me dit « Bah oui, ils sont beaux. » Ouais. Et du coup, donc, tes plateformes de vente aujourd'hui, ça va être ton site internet. Est-ce qu'on peut aussi... te contacter via Facebook et Instagram ou c'est vraiment redirigé Alors non, on me contacte aussi souvent via Facebook ou Insta pour des questions avant de passer commande. Ouais. Après, moi, je dirige directement ou je donne les liens directement du site, précisément. Mais la prise de commande est faite que via le site internet. Okay. Et après, en physique, on peut me retrouver donc soit lors de mes expositions ou soit sur 2 boutiques que j'ai sur Nantes. Trop bien. Et bah, tu me donneras les liens, je les mettrai en dessous. Et c'est vrai que du coup, j'allais t'en parler parce qu'à l'origine, on s'était rencontrés donc, sur un marché de nuit où j'avais vu tes produits. Et du coup, tu fais régulièrement des expositions et tu nous as parlé aussi d'un salon à Paris tout à l'heure. Oui. Alors ça, j'ai commencé en 2020, une première fois, un salon sur Paris. Okay. Je voulais faire grandir la marque au niveau de la visibilité. Je me suis dit, bah, Paris, la capitale, allez, challenge-toi. J'y retourne là, en avril, pour la 2e fois. Excuse-moi, je suis désolée. C'est quel type de salon que tu fais ? C'est un salon spécial enfant. En fait, c'est comme une foire d'expo, mais spécial enfant. Trop bien. C'est le baby salon. Ok. Et je fais aussi donc tout l'été à partir de mi-juillet jusqu'à fin août des expositions nocturnes sur toutes les plages de Loire-Atlantique. Donc il va y avoir la Bernerie, Pornic, Saint-Brévin-l'Océan. Donc je travaille 5 soirs par semaine et c'est en fait hyper fatigant comme période, mais c'est super aussi parce qu'on a un cadre de travail énorme et on côtoie des potentiels clients qui sont de manière
là, mais de manière détendue en fait. Ils sont en vacances, ils sont là juste pour profiter, on discute, et vu que je travaille toute seule et que je suis dans mon atelier, il me manque ce côté humain en fait. Ouais, et lors de ces périodes-là, en fait, je prends ma dose d'énergie au niveau des personnes, et j'ai aussi le retour en face, parce que oui, je sais que mes tissus souvent ils plaisent et que moi-même je les aime, je connais la qualité du produit, mais le fait d'avoir les retours positifs des gens, bah ça fait un bien fou, et ça requinque. Et après l'hiver, je fais des marchés de Noël. Enfin, je fais un marché de Noël, je tiens un chalet. Ça fait 3 années de suite où je fais un chalet. Sur Nantes, ça ? Oui. Ok. J'ai fait 2 années de suite l'autre marché. D'accord. Au niveau du Carré Fédot. Et cette année, j'ai tenté le gros marché Place Royale. Ok. Et ça s'est bien passé ? Ouais. Cool. Trop bien. Donc, bah oui, il y aura toute la liste des endroits où on peut te retrouver dans la description du podcast. Et puis, moi, je voulais savoir un peu comment tout ce contexte sanitaire avait pu impacter ton projet, puisque c'est vrai que tu as été en plein dedans, du coup, entre la création et puis on t'a quand même un petit décalage de 2 ans entre, mais quand même, je suppose que ça n'a pas dû être de tout repos. Ça m'a coupé dans ma lancée, parce que fin 2019, c'est là où j'ai fait vraiment la grosse tenue du chalet de Noël, de mon premier chalet de Noël, et tout de suite après, j'ai enchaîné avec le salon de Paris en mars. C'était 1 semaine avant le premier confinement. Ah oui, ouais. Donc, à 3 jours près, on ne savait pas si ça allait être annulé. Oui, bah, bien sûr. J'étais un peu en panique. J'avais cousu 300 pantalons pour le salon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces pantalons-là si c'est annulé ? Bah, bien sûr. Donc, j'étais dans la lancée où je m'étais dit, ah yes, c'est bon. Aie confiance dans tes produits, lance-toi dans des plus grosses expositions. Donc voilà, Noël, Paris, et là, bim, Covid, ça a tout stoppé. Après, j'ai eu la chance de rebondir. J'avais tout le matériel nécessaire pour fournir des masques. Donc j'ai eu 2 mois intenses en avril-mai où j'ai cousu énormément de masques. Après, il y a eu la pause, et en fait, sur cette pause-là, j'ai préparé mon stock pour l'été. D'accord. Donc en fait, ça a comblé un peu le trou. Et après, j'ai réattaqué sur Noël, la saison de Noël, mais elle a été annulée avec le Covid. Donc en fait, ça a été vraiment une année où je me suis sentie stoppée dans mon élan. Évidemment. Et ça a repris doucement en 2021. Et comme j'ai repris les expos d'été, bah en fait, j'avais pu anticiper du stock en amont. Chose que je ne faisais pas avant parce que j'avais pas le temps, ou que je ne prenais pas le temps. Et là, j'ai pu le faire parce que j'avais plus de temps. J'ai essayé de développer un peu plus les réseaux. Et en fait, là, je suis revenue sur la lancée de 2020, début 2020, parce que je repars à zéro, je refais Paris, je refais l'été, et je refais Noël. Et donc, je me dis qu'allez, c'est reparti. Ouais, et puis il n'y a pas de raison, c'est vrai que... On va dire que c'était une petite pause. C'est ça, et puis en fait, les enfants, Covid ou pas, en fait, ils continuent de grandir. Oui, c'est clair. Donc il y a un moment, il faut les habiller, on va pas les laisser en culotte toute la journée. Oui, c'est clair. Et alors, donc, mis à part cette période-là, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, toi, que ce soit pour te lancer, mais aussi une fois que tu t'étais lancée ensuite ? C'est la visibilité. Au niveau de la couture, le monde est un peu serré. Il y a beaucoup de concurrence. Faut savoir se démarquer par rapport aux autres. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre ses valeurs aussi au niveau de son entreprise. Tout à fait. Alors oui, il y a le produit, il y a la confection elle-même. Mais je trouve que si le vêtement est confectionné par une personne qui a les mêmes valeurs que toi, tu vas être plus sensibilisé. Pour le coup, tu vas te projeter plus facilement aussi dedans. Et c'est pour ça que je parle ouvertement quand on me pose des questions au niveau des expos. Pourquoi t'as fait ça ? Enfin voilà, je l'utilise au quotidien, mes vêtements, avec mes enfants. Donc en fait, je vis dans mes produits tout le temps au quotidien. Donc je suis habituée en fait. Et du coup, je suppose que le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer justement dans un projet similaire, ce serait donc d'essayer au maximum d'avoir un projet original. Oui, et de ne pas s'éparpiller. Ça, c'est super important, surtout dans la couture. Je vois beaucoup de gens qui
qui savent pas trop sur quoi ils vont se lancer, donc ils vont faire un peu tout. Un peu les accessoires, un peu les retouches, un peu les vêtements. En fait, ils partent sur tout. Et ça fait que les gens ne les approprient pas à quelque chose. Et je trouve ça dommage. Moi, je sais que... Et c'est aussi pour ça que j'arrête aussi mon zéro déchet, c'est que les gens, quand ils parlent de moi, ils savent que je suis la créatrice de vêtements. Pas autre chose. Je suis la créatrice de vêtements pour enfants. Et en fait, j'ai cette image-là et elle me correspond totalement. Et... c'est le conseil à faire, c'est qu'il faut viser sur quoi, qu'est-ce qui nous fait résonance en nous, et après on le met en place et on le vit mieux en fait au niveau de sa passion, et on se lasse moins aussi des produits, je pense. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi la suite concrète ou l'évolution pour le projet aujourd'hui de ton côté ? Augmenter ma visibilité, bien sûr, au niveau de mes ventes. J'ai pas du tout le projet d'ouvrir une boutique à titre personnel. C'est pas drôle, tu piques ma question d'après. Ah bah oui, non, en fait je m'étais posé la question début 2020, parce que j'avais fait une expo avec une fille qui m'avait vanté les avantages, et il y a vraiment beaucoup d'avantages d'avoir une vraie boutique. Mais avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, je me suis aperçue que c'était énormément de contraintes aussi. Et ça m'a fait réfléchir sur mon train de vie à moi. Et je me suis dit, non. En fait, si j'ai une boutique, ça veut dire que je suis obligée de retravailler le week-end. Je suis obligée de sacrifier le fait que mes enfants ils puissent être à la maison quand il n'y a pas d'école. Et j'ai pas envie de ça du tout. Donc j'ai envie que ça reste à ma hauteur. J'ai plus envie de diversifier au niveau de mes boutiques, trouver des nouvelles boutiques qui m'exposent peut-être en dehors de la Loire-Atlantique, mais voilà, je préfère diversifier le nombre de boutiques qui m'exposent que moi-même avoir la contrainte d'une boutique. Et autre projet, c'est me mettre à fond sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui marche aussi et qui donne la visibilité. Mais après, niveau exposition, j'aimerais bien rajouter une deuxième exposition sur Paris, 2 fois dans l'année en fait, plus l'été et la période de Noël. D'accord. En fait, je pense que c'est ma formation chez H&M qui fait que j'aime être dans le rush et dans le travail intense d'un seul coup sur les grosses périodes fortes. J'ai cette manière-là au niveau de l'adrénaline en fait qui me plaît et qui me stimule, et dans ma manière de procéder actuellement, en fait, j'ai ce ressenti-là. Je vais avoir des périodes très calmes où je vais me reposer, je vais prendre soin de moi, de ma boîte, et je vais tout me remettre à jour. Et j'ai des périodes où ça va être la folie, et je vais être à fond, et j'adore ça. Trop cool. Et du coup, si nos auditeurs ils veulent te soutenir aujourd'hui, ça va être donc ton site, Instagram, Facebook et TikTok, du coup. On le rajoute dans le... Il faut que je m'y remette, mais promis, je m'y remets. Et ben voilà, ce sera la bonne occasion de t'y remettre. Bon, écoute, pour terminer, j'avais 2 petites choses à te demander. Ta recommandation pour un petit artisan ou un projet local qui te tient à cœur et qui tu souhaiterais pouvoir écouter à mon micro. Mais tu m'as dit juste avant qu'on tourne que tu voulais me présenter qu'un seul projet parce qu'il te tenait beaucoup à cœur, donc... je te laisse la parole. Oui, alors en fait, c'est une boutique qui m'expose, qui s'appelle Le Cul dans l'herbe. Nom sympathique. C'est ça, c'est une boutique de couches lavables. Ok. Faut savoir, pour la petite histoire, c'est que quand je suis arrivée sur Nantes, parce qu'à la base j'étais sartoise, quand je suis arrivée sur Nantes, j'ai lancé ma boîte au même moment. Et j'ai découvert par hasard sur les réseaux qu'elle lançait aussi sa boutique, ça faisait 15 jours qu'elle avait ouvert. Donc je l'ai harcelée pour venir chez elle, pour lui montrer mes produits. Et je l'ai pas lâchée, donc elle a cédé en disant « Allez, viens, c'est bon, je vais te rencontrer ». Et en fait, ça fait 3 ans et demi qu'on se connaît. Et c'est une petite boutique sur Nantes qui a d'énormes valeurs, qui me ressemble en fait. Je trouve que... Enfin, si un jour je devais arrêter mon boulot, une boutique comme ça me ressemblerait totalement, parce que elle utilise les couches lavables, elle prône le portage, elle fait beaucoup d'ateliers niveau parentalité. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le portage pour les personnes qui nous écoutent, parce que je suis pas sûre que... Alors le portage, c'est quand on n'utilise pas la poussette et qu'on a soit des écharpes de portage, soit des systèmes comme des sacoches qu'on fixe sur l'enfant pour porter. Mais c'est du portage physiologique. Ça veut dire que ça respecte le corps de l'enfant et sa posture. Et c'est très important. Tout le monde ne le respecte pas.
Et cette boutique-là, il fait très attention. Et moi, c'était mes valeurs quand mes enfants étaient tout petits. Et voilà, elle prône l'allaitement. C'est moi en version autre boutique, en fait. Ouais. Et j'adore leur marque parce que maintenant, elles sont 2, Margot et Céline. Et voilà, je trouve que c'est une boutique à soutenir à 300%. Et avec grand plaisir si elles sont intéressées pour passer dans le coin sur un micro. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Petite info pour les personnes qui nous écoutent, les auditeurs réguliers ont déjà dû le remarquer, mais les nouveautés 2022 pour le podcast, c'est de donner à mes auditeurs, du coup, la possibilité, quand je le peux, d'avoir accès aux produits de mes invités via un concours Instagram. Donc il s'agira aussi du cas de cet épisode, donc je vous invite tous et toutes à rester bien à l'affût, notamment sur mon compte Instagram et celui de Julia, pour retrouver justement ce concours, et puis donc tous les liens seront dans la description. Et puis merci beaucoup pour cette super conversation, et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.